Je rappelle cette nouvelle, donc c'est le Wall Street Journal qui l'affirme. Le président Trump a déclaré à ses conseillers, et c'est ce genre de fuite qui est toujours organisé dans la presse américaine, qu'il aurait approuvé les plans d'attaque contre l'Iran. Il attend maintenant de donner l'ordre final pour voir d'abord si Téhéran abandonne ou non son programme nucléaire. Le plan principal, sans doute, est de frapper la montagne de Fordo, là où se trouvent les sites nucléaires les plus enfouis. C'est CBS qui le déclare en citant un certain nombre de sources proches du dossier. À une quarantaine de kilomètres de la ville de Qom, au sud de Téhéran. C'est le deuxième site d'enrichissement d'uranium du pays, cible stratégique. Expliquez-nous bien, s'il vous plaît, Xavier Titelman, ce que représente ce site, cet énorme bâtiment de 5500 km², l'entrée des tunnels et quelque part sous la montagne, les centrifugeuses. Alors c'est un ensemble souterrain qui est, d'après les renseignements israéliens, relativement profond, avec des coudes, avec des tunnels qui font plusieurs dizaines de mètres de largeur, ce qui permet d'atténuer l'effet d'un blast. C'est-à-dire que si vous avez une explosion dans un endroit de ce souterrain, ça ne va pas forcément se propager et taper sur la porte suivante. Donc il faudrait quand même avoir une accumulation de fortes explosions pour pouvoir réussir à frapper dans la profondeur. Néanmoins, on peut aussi empêcher simplement l'accès, l'électricité, le fait de pouvoir y accéder et continuer à y travailler. Donc même si on n'arrive pas à détruire dans la profondeur, il y a certaines personnes qui nous disent que ce serait 800 mètres en dessous du dessus de la montagne. Donc évidemment, on peut empêcher l'accès à ce site, mais si on n'arrive pas à détruire, on peut au moins le rendre inexploitable. Faisons entrer dans la discussion le général Norlin. Vous êtes avec nous, général Norlin. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs de ces sujets. On voit à l'image... Bonsoir, général. Merci beaucoup d'être là. On voit à l'image ce qu'on pensait être la salle principale des centrifugeuses, l'entrée des tunnels, les bâtiments des services auxiliaires. Combien de bombes faudrait-il ou faudra-t-il pour détruire cela ? Il en faudra beaucoup. Beaucoup, et c'est pour ça que tout ça est très aléatoire. Mais comme vient de dire Titelman, il n'est pas nécessaire, surtout si c'est profondément enfoui, d'arriver jusqu'au cœur du centre de Fordo, mais simplement de supprimer l'approvisionnement en électricité, d'empêcher l'entrée des véhicules et des entrées tout court. Donc voilà, il y a d'autres moyens que simplement la pénétration en profondeur, parce que malgré tout, même si la bombe a une capacité de pénétration qui est très importante, bon, voilà, ça va au-delà de 100 mètres et même avant, ça sera très difficile. Donc il faudra beaucoup de bombes. C'est une opération qui est quand même très délicate. Je vous rappelle quand même que l'attaque de sites nucléaires est non seulement décommandée, mais interdite par l'AIEA, et qu'il y a un risque de contamination qui est très important, même si ça reste confiné en profondeur, il y aura forcément une contamination radiologique, une contamination générale, et donc voilà, si vous voulez, c'est briser un tabou que d'attaquer un centre nucléaire. Arrêtons là-dessus, pardon, général, parce que ça fait réagir sur ce plateau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce qui est soumis au président des États-Unis en ce moment dans la Situation Room, il y a aussi ça, le risque qu'il y ait une contamination nucléaire. Alors, la question radiologique, elle existe systématiquement. Qu'on fasse un essai nucléaire dans le Sahara ou qu'on fasse sauter un dépôt dans lequel il y aurait de l'uranium, il y aura nécessairement, il ne faut pas aller renifler la poussière derrière. Mais néanmoins, on n'est pas du niveau d'une pollution qu'on aurait par exemple autour de la centrale de Zaporijjia, qui serait un potentiel Tchernobyl. Aujourd'hui, Tchernobyl, c'est détruit pour des siècles et des siècles. Vous allez à Hiroshima, on n'a pas un niveau d'irradiation qui empêche de vivre dans la zone. Donc oui, à chaque fois qu'on tape sur un site qui est potentiellement radioactif, vous aurez des fuites, mais c'est pas aussi grave que par exemple ce qu'on avait en Ukraine. Oui. Le risque, c'est celui des poussières. Oui, c'est la poussière. Bon, et a priori, il devrait y avoir relativement peu de poussière, a priori. Maintenant, ce genre de site, on l'a déjà évoqué plusieurs reprises, mais ça peut s'attaquer aussi au sol. Vous débarquez, c'est peut-être ça la surprise dont parlait Jaouzani. C'est loin quand même. Hein ? C'est loin. Oui, alors il faut des hélicoptères. On peut quand même. Les Israéliens ont fait des opérations de ce type très audacieuses. Donc un raid héliporté, éventuellement peut-être moyen de poser des C-130 dans le coin. C'est l'assaut. C'est possible. Là, hein. C'est très montagneux. Là. Oui. Non, mais il y a des autoroutes. Oui, il y a des routes. De l'autre côté des montagnes. C'est possible. Bon, voilà, mais non, il faut rappeler que Natanz aussi a été déjà frappé, donc les sites ont déjà été frappés. Bon,
Voilà, maintenant, avec suffisamment de frappes, on peut faire même si ça ne pénètre pas dans la salle des centrifugeuses, faire suffisamment de dégâts pour provoquer une neutralisation définitive du site. Selon ABC, puisqu'on voit à quel point la montée vers la guerre est en train de continuer, selon ABC, une décision serait en cours. Les États-Unis envisagent l'évacuation complète de leur ambassade à Jérusalem et d'autres vols militaires sont attendus dans les prochains jours. C'est-à-dire qu'ils sont toujours très prudents, mais enfin ça veut dire quand même qu'ils se préparent à une opération de grande envergure. Oui, tout à fait, mais ils sont justement très prudents avec leurs ressortissants. Et par exemple, quand ils avaient commencé à dire que la Russie allait attaquer l'Ukraine, ils avaient évacué, mais bien avant tous les autres pays. Donc effectivement, s'ils évacuent, c'est qu'ils pensent que quelque chose va se passer. Et l'ambassade des États-Unis, justement, ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'elle va rester fermée là au-delà pour les 3 prochains jours, voire même au-delà du Shabbat, ce qui est extrêmement rare pour l'ambassade des États-Unis en Israël. Donc c'est Mike Huckabee d'ailleurs tout à l'heure qu'on a vu à l'antenne, dont on a vu la situation qui est à la manœuvre, qui coordonne tout cela. Et donc ça, c'est une décision qui a été prise un petit peu avant que rapporte ABC, c'est-à-dire effectivement il y a l'organisation d'avions militaires, mais aussi possiblement de navires de croisière pour faire sortir les Américains qui le souhaitent via Chypre, qui est à quelques dizaines de kilomètres des côtes israéliennes. Donc, tout ça est effectivement en cours et proposé. Juste un détail, demain c'est une fête fédérale aux États-Unis, c'est le Juneteenth, on célèbre la fin de l'esclavage, et donc il y a beaucoup de services qui sont évidemment à l'arrêt. Vous pouvez bien croire que les services diplomatiques dans des régions de crise comme ça, eux, tournent à plein régime, mais de fait ça montre bien qu'il y aura tout un dispositif qui sera en tension pour évacuer un maximum de ressortissants et de sécuriser la zone pour les ressortissants américains. Ouais. La capacité de contre-frappe, puisqu'il s'agit de ça, je rappelle, selon ABC, les États-Unis envisagent l'évacuation complète de leur ambassade à Jérusalem et le New York Times fait état des plans de l'Iran pour d'éventuelles frappes de représailles contre les bases américaines. L'Iran prépare des missiles et d'autres équipements militaires pour des frappes contre des bases américaines au Proche-Orient si les États-Unis rejoignaient la guerre d'Israël contre le pays. D'autres responsables ont déclaré qu'en cas d'attaque, l'Iran pourrait commencer à miner le détroit d'Ormuz, une tactique destinée à immobiliser les navires de guerre américains dans le golfe Persique. Si on en arrive là, effectivement, pour les États-Unis, c'est très compliqué de gérer une situation comme celle-là. Ah oui, non, c'est extrêmement compliqué. Vous savez, parfois, quand vous avez énormément de moyens, vous finissez par être presque, j'allais dire, gêné par le gigantisme de votre propre opération. Et il faut savoir que l'armée américaine, c'est objectivement sur le papier la plus puissante au monde, voire la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Mais quand vous regardez le bilan des dernières opérations, à partir de l'Afghanistan en 2001, l'Irak en 2003, ensuite la Syrie, le Yémen jusqu'aujourd'hui, ce bilan, il n'est pas non plus fameux. Et ça, c'est justement un point sur lequel des personnages comme Tucker Carlson insistent très lourdement. C'est-à-dire qu'ils disent combien ça a coûté, combien de dollars ont été dépensés, combien d'hommes ont été perdus et pour quel résultat au final, et en quoi cela sert-il les intérêts américains. Et donc il y a cette idée que de même que le Hezbollah, proxy de l'Iran, est lâché par le patron, Israël, proxy des États-Unis, pourrait être lâché par les États-Unis. Général Norlin, est-ce que vous pensez que les États-Unis s'exposent ? On va voir peut-être là aussi la carte des bases américaines. Ils ont beaucoup de bases dans la région. Ils ont beaucoup de matériel militaire, beaucoup de bâtiments qui sont là. Est-ce qu'ils risquent un contre-feu iranien qui pourrait leur nuire vraiment ? Bon, bien sûr, je vous rappelle que l'Iran, c'est quand même un grand pays, c'est une nation, et que, évidemment, ils n'ont absolument pas les mêmes moyens militaires que les États-Unis, mais comme vient de le rappeler fort justement Gallagher Fenwick, toutes les dernières opérations américaines ont été des échecs retentissants. C'était c'est la plus grande armée du monde, mais ils n'ont connu que des défaites toutes ces dernières décennies. Donc, je pense que les États-Unis ont beaucoup à perdre dans un engagement direct dans ce conflit. Bon, c'est quand même invraisemblable que le président Trump dise que les Iraniens ont refusé toute la diplomatie, alors que c'est lui qui a précipité, qui a posé les prémices de ce conflit
en mettant fin au JCPOA. C'est quand même lui qui porte la responsabilité ultime de ce conflit. C'est quand même invraisemblable. Et on est en plein délire en ce moment en commentant cette action du président Général Trump. Norlin, vous avez un représentant de Trump sur ce plateau qui est catastrophé de ce que vous venez de dire. Mais effectivement, répondez à ça, Nicolas Conquer. Quand le général Norlin dit c'est Trump qui porte une responsabilité personnelle. Ouais. Bah, je me porte en faux. Donc cet accord qui a été dénoncé par Donald Trump, qui avait été mis en place sous l'administration Obama, avait permis justement de lever des sanctions, qui a permis à l'Iran vraiment d'amasser une manne considérable, d'alimenter tous des groupes proxy qui étaient des groupes terroristes dans la région, et qui a mis à mal sans droit de regard sur l'enrichissement qui était mené par l'Iran, et pour aboutir à des enrichissements d'uranium qui est proche de la réalisation de ce nucléaire iranien. C'est une véritable menace. Oui, en fait, pas du tout. Trump n'aimait pas cet accord parce qu'il avait été conclu par Obama. Ce qu'il essayait de faire actuellement, c'était à peu près la même chose. Et entre 2015, au moment où a été signé l'accord, et 2018, au moment où il l'a dénoncé, il y avait des inspecteurs de l'AIEA, et à ce moment-là, l'Iran respectait ses engagements. Il y avait renoncé sous la pression de Netanyahou, mais aussi le prince héritier saoudien MBS. Il y avait convergence entre ces deux-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement l'évolution du prince héritier sur ce dossier par rapport à la constance, en revanche, de Netanyahou sur ce même dossier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après que ce Rubicon ait été franchi, bonne chance pour essayer de retrouver un accord de cette qualité, même si c'est vrai qu'il y avait des manquements dans cet accord. Notamment, il n'y avait rien sur le programme balistique. Absolument. Et rien sur le financement du terrorisme dans la région. Donc, même s'il y avait des manquements, l'accord sur la partie nucléaire était très intrusif concernant le programme iranien. Non, absolument. Au départ, donc c'est les Européens, c'est les Français, les Anglais et les Allemands qui ont commencé en 2003 les négociations sur ces trois volets. Oui. Et effectivement, sur le balistique et sur le terrorisme, ça n'a jamais abouti. Mais au moins, il y avait l'accord sur le nucléaire. Est-ce qu'il y a une forme de légèreté ? Écoutez, vous y faisiez allusion tout à l'heure, l'échange Tucker Carlson-Ted Cruz. Ted Cruz, c'est le sénateur pro-guerre, Trumpisme est pro-guerre, et Tucker Carlson, c'est l'homme qui s'est opposé à la guerre, qui a un tropisme pro-russe, ça s'est marqué maintenant, mais aussi au fond pro-Sud global, enfin pro-Iran, etc. À sa façon, en tout cas, anti-guerre, et il arrive à attraper sur un point précis. Je ne dirais pas qu'il est pro-Iran. Hein, mais... Il n'est pas pro-Iran. Non. On verra, vous déciderez exactement comment le qualifier. Écoutez la séquence. Combien de personnes vivent dans les environs, en fait ? Je ne connais pas la population. Pas du tout ? Non, je ne connais pas la population. Vous ne connaissez pas la population du pays que vous voulez renverser ? Combien de personnes vivent dans les environs ? 92 millions. Comment pouvez-vous ne pas le savoir ? Je ne reste pas assis à mémoriser la population de chaque pays. Eh bien, c'est assez important parce que vous appelez au renversement du gouvernement. Pourquoi est-il important de savoir si ce sera en quelque sorte 80, 90 ou 100 millions ? Eh bien, parce que si vous ne savez rien à propos du pays, je n'ai pas dit que je ne savais rien. Quel est le mélange ethnique de l'Iran ? Ce sont des Perses et principalement des chiites. Ok, non, ce n'est même pas. Vous ne savez rien de l'Iran. Donc en fait, le pays... Ok, je ne suis pas l'expert Tucker Carlson sur l'Iran qui dit « Vous êtes un sénateur qui appelle au renversement du gouvernement et vous ne savez rien sur ce pays. » Séquence est extraordinaire. En réalité, il est en train de dire, voilà, vous entrez en guerre de manière légère et non préparée. Oui, absolument, mais alors c'est souvent le cas pour les Américains, c'est-à-dire ils sont extrêmement préparés sur le plan militaire, ils ne le sont absolument pas sur le plan politique. Et ce qui avait été le cas en Irak. En Irak, en réalité, ça n'avait pas été un échec militaire, ça avait même été assez facile de gagner, et ensuite tout cela a dégénéré parce qu'ils n'avaient pas préparé le jour d'après. Et d'ailleurs, un an après, le journal, le magazine Time avait reconnu que les Français avaient raison, c'était la couverture du magazine. Oui, réussite militaire, échec anthropologique. Mais est-ce que vous le pensez là ? Est-ce que vous pensez que oui ou non, on entre dans une aventure ? Il faut rappeler, Emmanuel Macron dit c'est un risque de chaos. Il dit aujourd'hui c'est une erreur. Il appelle Israël à ne bombarder que les sites nucléaires, mais à cesser tout ce qui est le reste, c'est-à-dire tuer les responsables, frapper les autres sites, etc. Oui ou non, est-ce qu'il y a un risque de chaos ? Bien sûr. Alors pour moi, il n'y a aucun doute qu'il y a un risque de chaos. Et d'ailleurs, il y a déjà un début de chaos. Il faut regarder la vie des Iraniens. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui essayent de fuir Téhéran, qui ne savent pas où trouver de la nourriture, de l'eau potable. Et surtout, cet enchaînement, en fait, on ne comprend pas vers quoi il va mener. Et ça fait peser sur toute la région, voire
plus largement au-delà. Israël nous mène à l'aventure, selon vous ? Maximum, pardon ? Israël nous mène à l'aventure ? Oui, essaye de nous mener à l'aventure. Oui, bien sûr. L'aventure ne commence pas maintenant. L'aventure a commencé au moins le 7 octobre 2023. C'est l'Iran qui a armé les proxys. C'est l'Iran qui a fait en sorte de déstabiliser la région pendant des années. Et ensuite, à partir du 7 octobre 2023, Israël a décidé de ne plus laisser faire, de s'attaquer aux proxys un à un, et maintenant de s'attaquer à la tête de la pieuvre, qui est l'Iran, qui dirige toutes les opérations sans vraiment mettre la main dans le cambouis jusque-là. Donc, on peut considérer que le chaos a lieu aujourd'hui, mais on peut aussi regarder ce qui a eu lieu ces derniers mois, ces dernières années. Et en fait, ce n'est que l'aboutissement d'un processus qui, au moins, a été enclenché très clairement le 7 octobre 2023. Moi, je pense que tant qu'on reste sur les objectifs militaires, que ce soit israélien ou peut-être américain, il n'y aura pas forcément de chaos. C'est-à-dire que voilà, si on détruit le programme nucléaire, si on détruit la capacité balistique, et on s'arrête là, il y a priori... Ils vont déjà plus loin. Pardon ? Toro a raison, ils vont déjà plus loin. Oui, parce qu'on tue des responsables politiques. Oui, mais on reste dans le champ militaire. Télévision, etc. Les responsables politiques, on tue surtout des responsables militaires, des gardiens de la Révolution. Donc on reste quand même dans le champ militaire. Et tant qu'on reste là, classiquement, c'est une opération tonte de gazon pour l'instant. En plus grande échelle, il n'y a pas de raison que ça débouche forcément sur un chaos politique. En revanche, si les Israéliens et les Américains décident d'aller au-delà et d'essayer à coups de marteau de provoquer un changement politique dans le pays, là on basculerait effectivement plutôt largement dans l'inconnu. Mais quand on regarde les précédents changements de régime opérés par les États-Unis, il y a une très grande tradition, contrairement. Certains disent ça remonte à Trump. Non, ça remonte, c'est très très ancien. On peut rappeler déjà dans les années Allende, on remonte aux années 70, en 73, ils renversent Allende, ils soutiennent Pinochet en disant il faut faire barrage au communisme, donc on va soutenir des dictatures en Amérique du Sud. Ils tentent de renverser Fidel Castro. Ils auront contribué à renverser Milosevic, renverser Mollah Omar, renverser Saddam Hussein en 2003, contribué à renverser Kadhafi. On pourrait continuer comme ça. Ils ont soutenu le régime raciste d'Afrique du Sud parce qu'ils avaient peur de Mandela, allié de fait des communistes, et beaucoup l'assument, ils disent, mais au fond, à l'arrivée, c'est quand même nous qui, grâce à ça, avons fait obstacle au nazisme, au communisme, au djihadisme. Voilà. Est-ce que c'est une bonne politique ? Le Premier ministre Mossadegh, en Iran aussi, en 1953, si je me souviens bien, on ne savait pas qu'il ne plaisait pas, et que ça ne s'est pas forcément bien passé par la suite. Est-ce que c'est une tradition d'aventure, selon vous, ou est-ce que vous appuyez ça ? C'est une forme d'impérialisme de la part des Américains. Vous avez énuméré tous ceux qu'ils ont éliminés ou tenté d'éliminer. C'est quand même une manière de gérer les relations avec ses voisins qui n'est pas tellement fondée sur le droit international. Droit de tuer. Effectivement, qu'on s'arroge parce qu'on est les plus puissants, et c'est cette jurisprudence qui est, je le dis, qui est extrêmement dangereuse, et en plus avec des résultats. Quand les moyens sont mauvais, la fin finit par l'être, et la fin finalement commence à devenir le moyen. Le souci, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas de conversation non plus sur le droit dans cette histoire, le droit international. C'est-à-dire qu'on peut s'accorder sur le but. Personne ne veut que ce régime fou et odieux et qui sponsorise, qui finance le terrorisme, se dote de l'arme nucléaire. Mais les moyens de parvenir à cela, ça compte. Moi, je pense que cette opération, en ce moment, telle qu'elle est menée, et surtout, précisément, si elle échoue, ça va être la plus grande campagne de publicité pour la prolifération, mais au monde. C'est-à-dire, ce régime va clairement se dire, si nous avions eu l'arme, rien de tout cela ne nous serait arrivé. Ça va en inspirer d'autres.